Bonjour, nouvelle semaine sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir, notamment comme tous les lundis, on va s'intéresser un petit peu au weekly, donc une petite analyse weekly, mais il y a également deux, trois petites choses en plus. Donc on va pas perdre de temps, surtout que j'ai un peu mal à la tête puisque je sais pas, j'ai dû prendre un petit coup de chaud cet après-midi, j'ai passé la journée à la plage et il faisait extrêmement beau. Et voilà, donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc là, on est sur la cryptomap de la semaine qui est relativement verte, bien entendu. Gros up du Bitcoin, l'ensemble des altcoins, ils ont suivi, bien que la plupart n'aient pas des aussi bons résultats que le Bitcoin. Il y en a quelques-uns quand même qui ont fait des gros up, hein, notamment PP, bon lui on s'en fout un peu, mais il y a BSV avec un joli 49%, XRD 43%, FTT avec un très beau 40%, FTT qu'on avait vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et voilà, il y a tout un tas de petits alcools quand même qu'on fait 30% voire plus. Le jour, la map du jour par contre, elle est beaucoup moins intéressante, beaucoup plus de rouge, tout simplement parce que le Bitcoin il nous fait une petite correction. Voilà, donc les altcoins y suivent également, ils corrigent. Rien d'extraordinaire. Le crypto fear 55, il a diminué un peu. Zone qui nous intéresse pas du tout, donc on va pas non plus s'attarder dessus. Le dollar, on va pas non plus s'attarder dessus très longtemps aujourd'hui. On a le temps, on y reviendra, hein, on va le voir tous les jours. Il est toujours sur son petit support intermédiaire, il est toujours dans une zone un peu neutre, hein. Bien entendu, il est en tendance baissière sur du moyen terme. Sur du court terme, une petite tendance haussière avec une petite correction. Alors, est-ce que c'est juste une correction pour repartir plus haut ou alors on a entamé la suite de la chute suite au rejet de la trendline et de la zone de rechargement de short? Voilà, on verra ça probablement dans les jours ou semaines qui viennent. Mais pour aujourd'hui, on va pas non plus s'attarder dessus. On a d'autres choses à voir un peu plus importantes. Le CME, contrat futur, on a un petit gap hein, qui est pas très visible tout simplement parce que vous voyez, on a clôturé le week-end ici, on a ouvert ici, donc on a un gap ici, mais voilà, si vous passez en 4 heures, il est beaucoup plus visible. Donc c'est un gap ici qui se trouve vers les du coup 31 125 dollars. Et on a un gap aussi, n'oubliez pas, un peu plus haut du coup, on s'en rapproche fortement maintenant, qui est là d'ailleurs depuis très longtemps, hein, depuis un an. Depuis un an, au 35 000 au 35 000 dollars. 35 000 niveau très important, on verra peut-être ça un petit peu après. Mais voilà, au cas où, sachez que il y a un petit gap du coup maintenant au 31 100 dollars et également il y a le gap suivant qui se trouvera vers les 35 800, pratiquement les 36 000 dollars. Le court terme, donc, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, pas grand-chose, hein. Franchement, ce week-end, il ne s'est pas passé grand-chose. On a continué un petit peu à chuter. On est venu rechercher le premier niveau. Si bien entendu le plan est bon et qu'on a bien trouvé un bottom ici, qu'on est bien reparti pour une tendance haussière, vous savez qu'on doit repartir en 5 vagues. Hop, elles sont où mes vagues? Elles sont là. Donc après une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui doit se constituer en 5 vagues. Donc on a probablement, potentiellement fini la première vague et là on est en train de faire la vague 2 tout simplement. Donc l'objectif principal de la vague 2, c'est le gros rectangle vert ici, les 0,5, 0,618. Allez, on va se le mettre. Hop, on prend le bottom. Le top, voilà, c'est les 0,5, 0,618. Mais vous savez qu'en bull run et quand on est très bullish, et là c'est un mouvement impulsif très puissant, il arrive que eh bien, on ne vienne pas rechercher cette target principale et qu'on s'arrête sur des targets intermédiaires. Donc on a les 0,236 ici, d'ailleurs qu'on est déjà venu chercher. Et ensuite on aura par deux fois, et ensuite on aura les 0,382 aux alentours des 28 900 dollars. Si on descend encore dans les plus petits time frames, on voit que là on a un potentiel, alors je dis bien potentiel double bottom, hein, c'est du 1 heure, hein. Et si on va jeter un coup d'œil au récit, il me semble qu'on a également une petite divergence. Voilà, alors n'oubliez pas, pour voir les divergences, on passe comme ça, c'est plus facile. Vous voyez, hop, alors ça reste du 1 heure, hein, vous enflammez pas. On fait un plus bas, donc rouge, ça descend, alors que sur le RSI,
si ça veut bien, on fait un plus haut. Donc divergence haussière. Et on le met en vert vu que ça monte. Mais bien entendu, la divergence est juste potentielle puisqu'elle n'est pas validée. Pour valider, il faudra casser ce niveau-là, la base de la divergence. Voilà, donc petite potentielle divergence. On est sur un premier support tout simplement parce que, on va se remettre les bougies. On est, vous voyez, ce niveau-là qu'on a travaillé ici, avant le dernier up, avant la dernière petite vague haussière. On est sur les 0,236. On a un potentiel double bottom et une potentielle divergence haussière, mais pour l'instant, ça arrête que du potentiel. Donc, le plus prudent, imaginons, vous voulez jouer ce scénario, bah, ce serait peut-être d'attendre la cassure de cette trendline. Vous voyez, là, on avait une petite trendline qu'on a cassée pour la dernière vague haussière. Là, on a également une trendline avec point de contact, point de contact, point de contact. Voilà, donc pour jouer ce rebond, il faudrait peut-être, alors bien sûr, entendu, hein, si vous voulez jouer en mode agressif, hein, prendre un trade ici, avec un petit stop un peu en dessous, pourquoi pas, mais le plus prudent, c'est d'attendre la cassure tout simplement de la trendline. Pour potentiellement aller dans un premier temps, combler le gap, pourquoi pas. Maintenant, on va revenir un petit peu rapidement, avant de passer à l'analyse weekly, sur notamment ce qu'on a parlé dans la vidéo précédente, Bitcoin réelle hausse ou gros piège. Alors, vous savez que, alors on va résumer grosso modo, on a le dollar qui est un petit peu incertain. Certes, il est en tendance baissière, mais vous voyez, tant qu'il n'a pas cassé ces niveaux-là, on est sur un potentiel bottom. On est sur un potentiel gros W, grosse divergence weekly potentielle. Pour l'instant, il ne fait plus grand-chose. On est dans un potentiel range hein, également, avant peut-être une reprise haussière ou baissière, mais il n'y a rien encore de validé. Donc, incertain. Et vous savez que sur du long terme, le Bitcoin et le dollar sont inversement, sur du moyen long terme même, sont inversement corrélés. Donc si on n'a pas un dollar qui baisse, on n'aura pas un Bitcoin qui monte. Et inversement, si on a un dollar qui monte, on aura forcément un Bitcoin qui baisse. Donc il y a déjà ce point-là. Il y a également les marchés traditionnels qui arrivent sur des niveaux importants, sur des zones résistantes importantes, tout simplement parce que c'est la zone de rechargement de short de tous leurs précédents mouvements baissiers. Donc de toute la chute qu'on a eue depuis 2021 jusqu'à 2022. On a fait une hausse, on arrive dans la zone de rechargement de short. C'est le point critique, c'est là où il pourrait y avoir soit un retournement pour repartir faire des plus bas, ou au moins une correction. Une correction qui pourrait durer peut-être plusieurs semaines, potentiellement même plusieurs mois. Que ce soit sur les S&P et sur le Nasdaq également, c'est pareil. Donc, il faut être prudent, tout simplement parce que, comme je vous l'ai répété sans cesse, on n'est pas forcément corrélé à la hausse avec les marchés traditionnels. Par contre, à la baisse, on est toujours corrélé et ça restera le cas tant que le Bitcoin ne remplira pas entièrement son rôle de réserve de valeur. Voilà. Un des rôles du Bitcoin, ce sera un jour d'être l'équivalent de l'or numérique, donc une réserve de la valeur pour se protéger justement. Mais pour l'instant, il ne remplit pas ce rôle-là, du moins il n'est pas encore considéré par la masse dans ce rôle, et il reste un actif risqué. Et les cryptos, c'est même les actifs les plus risqués. Et donc, quand il y a des chutes sur les marchés traditionnels, eh bien, les premiers qui vont être touchés, c'est les marchés les plus risqués, donc les cryptos. Donc c'est pour ça que quand les marchés traditionnels chutent, les cryptos chutent également. On parle de moyen long terme, on ne parle pas d'une chute de quelques jours. Là, ça peut être décorrélé. Mais s'il y a vraiment une grosse correction, un crash ou quelque chose comme ça, les bitcoins et les cryptos vont suivre. Donc il y a ça à être prudent. Mais également, il y a un ETF qui arrive demain. Alors ça, j'avoue, j'étais même pas au courant, puisqu'en ce moment, j'ai pas énormément de temps de suivre toutes les actualités. Et du coup, alors là, on parle pas d'un ETF spot hein, comme BlackRock. Hein. On parle d'un nouveau ETF sur les contrats futurs, comme il y en a déjà eu plusieurs qui ont été lancés. Mais le truc, c'est que par le passé, du moins à 2 ou 3 reprises, notamment, alors je vais essayer de trouver un bon graphique. Voilà, on va s'enlever ça. Voilà. Rappelez-vous, le premier ETF qui a été lancé sur le Bitcoin en contrat futur, c'était ici, en fin 2017, début 2018, sur le top.
du Bitcoin. Et ça nous a entraîné un bear market. Grosso modo, le contrat futur, il est sorti. Et bien, tous les gros portefeuilles, ils ont fait quoi? Bah, ils ont shorté et ils ont fait crasher le Bitcoin. Il y en a un autre qui est sorti ici, sur le top, en novembre, octobre-novembre 2021. Je n'ai pas la date précise, mais c'était sur le top. Et ça nous a emmené voilà, le nouveau bear market. Donc, faut être très prudent. Il sort si je me trompe pas, il arrive demain. Donc, ça pourrait être encore une nouvelle raison pour qu'il soit shorté et donc faire chuter le marché. Ça pourrait notamment expliquer, c'est une des raisons pourquoi on a eu une hausse si violente et si rapide. Eh bien, pour faire revenir le Bitcoin sur des prix intéressants à shorter. Alors, c'est juste un scénario. C'est pour ça qu'il faut être prudent, hein. Ça pourrait aussi mener à l'inverse. Ça pourrait entraîner le prix à la hausse pour casser les grosses résistances. Mais voilà, il faut être quand même avisé de la situation et ne pas faire les fous sur ces niveaux. On est sous une grosse résistance. Là, on est sur un potentiel double top, avec également, alors on va aller le voir après, divergence weekly, etc. Donc, il faut être prudent, surtout que les altcoins, le Bitcoin a fait un léger plus haut. Alors, hop, je ne vais pas m'en sortir. Le Bitcoin a fait un léger plus haut, très léger plus haut. On appelle ça plutôt un double top parce que c'est vraiment très léger. Mais bref, un très léger plus haut. Les altcoins, là je mets l'Ethereum, mais c'est pareil pour plus de 90% des altcoins. On n'a pas fait de nouveau plus haut. On est toujours dans cette correction entamée au mois d'avril. Donc, est-ce que c'est le Bitcoin qui a un peu d'avance et les altcoins vont rattraper par la suite? Ou est-ce que le Bitcoin nous ment, c'est un piège et que la correction n'est pas finie? Notamment, vous savez qu'il y a un des scénarios possibles, hop, ce serait que tout simplement la correction, la vague 2, eh bien, on n'a fait que la moitié, une A, une B en flat, du coup, et une C, pour aller potentiellement rechercher justement la zone ici des 23 000 $. Donc, il faut être prudent, surtout ceux qui prennent des longues, etc. On serait plus sur des niveaux intéressants de short. Alors, je ne vous dis pas d'aller shorter parce que c'est contre-tendance, tout simplement parce que, hop, sur du moyen terme, on est haussier. Alors, j'ai pas mis les bonnes bougies. On va s'enlever le graphique. Voilà. Sur le moyen terme, on est haussier. Sur du court terme, on est haussier. On vient de faire un nouveau plus haut. Un short, c'est totalement contre-tendance. Mais on est sur un double top. On a des petites divergences. Allez, on va aller voir direct le graphique qui nous intéresse. Hop, le RSI. Si je me trompe pas, on a... Voilà. Hop. On va commencer un peu l'analyse weekly en même temps. Donc, on est sur le RSI en weekly. On a un plus haut là. Un plus haut, légèrement plus haut. Alors, on va vérifier ça. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a fait un léger plus haut. Alors que sur le RSI, on a clairement un plus bas. Donc, divergence. Divergence pas validée. Pour valider, il faudra casser la base de la divergence. Donc, c'est ce niveau-là. On va le mettre. Hop, on va le mettre en rouge. C'est ce niveau-là. Tant que c'est pas cassé, la divergence n'est pas validée. Mais ça reste une divergence potentielle. En gros, on pourrait être dans le même scénario, à plus petite échelle, que ici. C'est exactement la même chose. On a un sommet, une correction, un nouveau plus haut, très léger plus haut, une grosse divergence sur le RSI, vous voyez exactement pareil qu'ici. Et ensuite, quand on a cassé la base, donc c'est-à-dire ce niveau-là, enfin excusez-moi, ce niveau-là, là, ici, vous voyez, on l'a cassé ici, on a validé la divergence. C'est pour ça que on était extrêmement prudent dans ce mouvement-là, quand on est revenu sur les 48 000 $, parce qu'on avait validé la divergence baissière weekly. Ben là, on a à peu près la même chose à courte échelle. Donc bien entendu, tant qu'on n'a pas brisé ce niveau, la divergence n'est pas validée, et elle pourrait être totalement s'invalider, hein, si on continue à monter, le RSI va remonter et va annuler la divergence. Mais voilà, avec tous ces éléments, il faut quand même être assez prudent. Et ça pourrait être une raison potentielle qui pourrait amener certains à shorter. Pourquoi pas? Alors moi, si je devais shorter, personnellement, parce que moi, ce qui
ce qui m'empêche de shorter, c'est tout simplement déjà, il y a le gap. Vous savez que la plupart du temps, les gaps sont comblés assez rapidement, donc la semaine ou les semaines à venir. C'est-à-dire qu'on pourrait aller combler le gap et en profiter, pourquoi pas, pour faire un léger plus haut, justement pour sortir les shorters un peu trop pressés avant d'aller plus bas, si on doit aller plus bas, bien entendu. Donc c'est pour ça. Mais si je devais, admettons, shorter maintenant, je shorterais, je mettrais un stop au-dessus du dernier plus haut, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que si vous mettez un stop un peu plus haut, oui, mais à quel niveau? Ça pourrait, un gros spike, ça pourrait très bien monter à 32 ou 33 000 $. Donc voilà, donc le stop le plus serré possible. Et ensuite, bah, si mon stop est pris, je prendrai ma perte et j'attendrai de voir ce qui se passe. Et si c'est juste un piège et que ça redescend, et ben je reprendrai un short avec un stop sous le nouveau plus haut, tout simplement. Voilà, de temps en temps, vous n'aurez pas vos trades du premier coup. Sur le bottom, par exemple, ici, aux 25 000 $, sur Atom, Matic et DOT, j'ai eu les trades du premier coup, on n'a pas fait de nouveau plus bas, mais par exemple sur ADA et ETH, eh bien mes premiers trades, au final, même si c'est monté dans un premier temps, c'est redescendu, ça a fait des nouveaux plus bas. Et du coup, ça m'a sorti de Ethereum et ADA. Voilà, c'est pour ça que j'avais clôturé les trades sur Matic et DOT pour justement me protéger en cas de prise de stop. Mais ça m'a pas empêché de reprendre les trades une deuxième fois, et plus bas du coup, avec même un meilleur point d'entrée. Et du coup, j'ai toujours les trades, bien entendu, comme je vous ai montré il y a quelques jours, sur ADA et Ethereum pour ce mouvement-là. Voilà, donc on n'a pas forcément toujours les trades du premier coup, donc voilà, faut pas hésiter quand c'est comme ça. Si vous voulez vraiment shorter, vous shortez, mettez un stop au-dessus du plus haut. Et si on devait faire un petit fake out et repartir à la baisse, bon, vous descendez la petite time frame et quand voilà, il y a le fake out qui se produit, vous savez que les fake out c'est le meilleur moment justement pour prendre des trades, et ben vous reprenez votre trade avec un stop au-dessus du nouveau plus haut. Voilà, c'est comme ça que je la jouerais si je devais shorter. Mais encore une fois, je ne vous incite pas à shorter parce que c'est contre-tendance, puisqu'on est en tendance haussière, que ce soit moyen terme ou court terme. Maintenant que ça c'est vu, on va pouvoir, dans un premier temps, aller regarder ce graphique. Donc, rappelez-vous, ça c'est un graphique sur Bitfinex. On avait quoi? On avait ici la ligne jaune, c'est tout simplement le support weekly. On avait la trendline ici, qui est support trendline. Et on a ce niveau également important. Donc, correction, on est revenu parfaitement chercher la trendline plus le support weekly. En plus de ça, on est revenu chercher les 0,382, hein, qui était notre première target par rapport au plan Elliott Wave. On est revenu parfaitement chercher les 0,382, donc triple niveau d'achat, et également par rapport au dernier mouvement haussier, ça veut dire ici les 19 000, la dernière vague haussière, on est revenu chercher les 0,5. Donc il y avait énormément de confluence sur ce niveau. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un peu des doutes, parce que beaucoup trop voyant, et que j'ai préféré le niveau des 23K, beaucoup moins voyant, et on en parlait beaucoup moins. Mais vu qu'il y a eu un bon petit jeu de gros FUD juste avant justement d'atteindre ces niveaux, et bien finalement, les gens ont eu assez peur et ont très peu ont racheté ces niveaux. On a pu voir d'ailleurs le CryptoFear qui est revenu parfaitement dans la zone des 40, là où on l'attendait justement pour un bottom. Et ce qui fait que finalement ce niveau, eh bien, il a pu jouer son rôle. Mais encore une fois, il y a toujours une possibilité que ce soit un piège et que justement on rechute pour aller chercher potentiellement ces fameux 23K, voire même beaucoup plus bas, si vraiment on s'est planté et que le bottom n'a pas été trouvé ici. Donc ensuite, le niveau important, c'est ce premier niveau important en ce moment, on va même passer en mensuel parce qu'il est encore plus visible en mensuel. C'est la petite ligne rose ici, aux alentours des 30 000 $, 29-30 000 $. Pourquoi? Là, on a double corps de bougie, une mèche, deux mèches, trois mèches. Et depuis 4 mois, donc ce mois-ci, mars, on a été rejeté. Mois d'avril, rejeté. Mois de mai, rejeté, ce qui nous a emmené la correction jusqu'au 25 000 $. Et là, eh bien, on est potentiellement en train d'essayer de le casser. Donc le mois n'est pas fini. Si on clôture le mois au-dessus de ce niveau, ça pourrait être intéressant. Peut-être un signal haussier de cassure
de ce niveau. Alors bien entendu, il y a pas mal de petites résistances encore au-dessus, hein, notamment 35 000 $. Mais voilà, ce sera quand même un niveau important qui est cassé, un niveau qu'on travaille depuis donc plus de 3 mois. Donc ça peut être un signal également intéressant. Maintenant, on va revenir sur le graphique un peu plus long terme. Donc au niveau graphique, on l'a déjà assez vu comme ça, donc on va l'enlever. Et on va se concentrer sur les indicateurs. Donc on a vu le RSI. On va repasser en weekly quand même. Ici, donc on a déjà parlé de la potentielle divergence, etc. Mais également, il faut savoir que la base de la divergence, c'est également le niveau le plus important sur le RSI. On en parle à chaque fois qu'on fait l'analyse weekly sur le RSI. Vous voyez, c'est là où on est venu frapper 2 fois ici, encore une fois ici. C'est pas pour rien qu'on est revenu sur ce niveau et qu'on a rebondi également 2 fois sur ce niveau, parce que c'est le niveau le plus important sur le RSI en weekly. Tout simplement, c'est un peu la frontière entre les bull run et les bear market. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière, on est en bull run, et quand on passe en dessous, on est en bear market. Quand on est au-dessus, on est en bull run, on vient s'appuyer dessus même, mais quand on repasse en dessous, eh bien malheureusement, on rentre dans une période de bear market. Et quand on repasse au-dessus en bull run, on peut venir s'appuyer plusieurs fois dessus. Vous voyez, à chaque les grosses corrections, à chaque fois on vient s'appuyer dessus, mais tout va bien. Par contre, une fois qu'on le casse, c'est l'inverse. On est en bear market et il joue le rôle de résistance. Voilà, à chaque fois pareil. On repasse au-dessus, hop, on vient faire support, mais une fois qu'on le casse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ensuite, il joue le rôle de résistance. Encore une fois, vous voyez là, au fameux 48 000 $, eh bien, on était venu faire un pullback dessus, et ensuite, on a pu continuer le bear market. Donc, on l'a cassé ici au mois de janvier, donc extrêmement bullish. Encore une fois, il joue son rôle de support en bull run. Mais c'est pour ça qu'il faudrait vraiment éviter de repasser sous ces niveaux, environ, on arrondit aux 50 hein, sur le RSI, tout simplement parce qu'on repasserait en configuration bear market, et en plus, on validerait au passage la divergence weekly, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Maintenant, un petit tour sur le MACD. Donc, on a eu un petit, entre guillemets, fake out ici. Vous voyez, on est passé, on a eu 2 bougies en rouge, et finalement, on n'est pas allé beaucoup plus bas à partir de l'apparition de ces bougies rouges. C'est pour ça que je vous dis toujours que moi, j'aime bien aller voir également le 2 semaines pour les confirmations. Comme ici, rappelez-vous, on avait nos bougies vertes ici. Donc très tôt, finalement, on allait faire un nouveau plus bas, mais ça n'avait pas eu d'influence sur le weekly, donc c'était plutôt bullish. Mais du coup, pour ceux qui voulaient la confirmation pour ce bottom, on ne pouvait pas compter sur le MACD et le stock RSI, puisqu'on avait déjà eu les confirmations bien avant. Donc, comme je vous avais dit, on attend le 2 semaines. Et le 2 semaines, on a vu les confirmations au bon moment. Après le bottom, vous voyez ici, exactement, en même temps sur le sur le stock RSI et sur le MACD au mois de janvier sur cette bougie. Voilà, donc toujours quand vous tradez un time frame, c'est bien d'aller s'intéresser au time frame inférieur pour avoir un point d'entrée un peu plus optimisé, un petit peu plus précis, et également d'aller voir les time frames supérieurs pour valider d'un point de vue un peu plus global, prendre un petit peu plus de distance sur les choses. Donc le 2 semaines est un peu plus fiable, il y a un petit peu moins de bruit, un peu moins de faux signaux. Et le 2 semaines, vous voyez que lui, il n'a pas bougé, on est toujours très bullish. Donc tout va bien sur le MACD, on est très bullish, il n'y a aucun ralentissement, il n'y a rien. Donc pour l'instant, tout va bien. Le stock RSI, lui, il avait croisé à la baisse, mais vous savez que ça n'a aucune importance. Là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est si on repasse en dessous de la zone de survente. Vous voyez qu'il y a un petit croisement baissier d'ailleurs ici. On a d'ailleurs en train de faire un recroisement haussier, mais tant qu'on ne casse pas ces niveaux, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez que là, on pourrait très bien être ici. Vous voyez, en août 2020, hop, on a eu une petite correction, un croisement, mais ensuite voilà. Mais c'est vraiment quand on a commencé à vraiment casser ce niveau, eh bien, qu'on a eu le début du bear market. Donc là, pour l'instant, rien d'inquiétant. Donc tout ça, c'est toujours bullish sur du moyen long terme. C'est pour ça qu'on ne va pas s'y attarder plus longtemps et on va aller plutôt regarder les moyennes mobiles. Donc on va repasser en weekly, bien entendu.
Donc, rappelez-vous, en bull run, moi, ce que je regarde souvent, c'est la EMA 21, la moyenne mobile en rose, tout simplement parce que en bull run, eh bien, la plupart des corrections viennent rechercher justement cette moyenne mobile. Et c'est des excellents points d'achat. Et quand on commence à la casser, eh bien, on rentre en général en bear market et elle prend le rôle inverse, elle joue le rôle de résistance. Et puis quand enfin, finalement on la recasse franchement, eh bien, elle reprend son rôle de support et chaque correction, en général, les grosses corrections, on revient s'appuyer dessus. C'est des excellents niveaux d'achat. Et ainsi de suite, bear market, elle reprend le rôle de résistance. Voilà. Donc, on l'avait cassé ici. Donc, gros signal. Quand on a cassé, vous voyez, tout le bear market là, on l'a cassé. Résistance, résistance. Et là, on l'a enfin cassé. Donc, aux 19 800 $, 8 900 $. On est revenu, justement, s'appuyer dessus avec une petite mèche. Alors, les mèches, on a droit, hein, de passer en dessous. Au contraire, c'est les meilleurs niveaux d'achat, les fake out. Et on est reparti. Et là, encore une fois, on est revenu s'appuyer dessus. En plus, elle était un petit peu en mode fusion avec la moyenne mobile 200, donc ça faisait un double support. On a encore fait une petite mèche, et d'ailleurs hein, c'est très facile à jouer justement, puisque fake out, vous savez que moi c'est ce que je préfère, les fake out, simplement parce que ça nous donne des conditions de trade optimales, puisque on a déjà eu, en gros, c'est quoi un fake out? C'est un piège. On vient faire croire qu'on casse un niveau, et en fait c'est juste un piège. En général, on remonte très vite, donc ça fait une grosse mèche, et on a piégé les vendeurs, et du coup, les acheteurs n'ont pas pu acheter puisque on n'était pas sur un support. Et donc du coup, racheter quand on récupère son support après le fake out, c'est extrêmement pertinent, tout simplement parce que si on est venu piéger les gens en général, c'est pas pour rien, c'est pour repartir dans le sens inverse. Qu'on est bien sur un support, du coup, puisqu'on a récupéré le support, donc acheter un support, c'est la meilleure chose à faire. Et en plus, on a un stop qui est très bien placé, puisque si on a fait une mèche comme ça pour piéger les gens, c'est pas pour y revenir. Et en général, si on y revient, c'est pour aller beaucoup plus bas. Donc, on rachète le support, on met le stop en dessous du plus bas. Vous voyez, par exemple, là, on a racheté les... Allez, on va arrondir aux 26 000 $. Un petit stop sous les 24 800 $. Donc là, par exemple, exactement en 27 000, en 24 750, par exemple. Et ça vous fait un stop relativement petit pour un swing. Hein. Là, on ne parle pas de court terme. Pour viser, dans un premier temps, on vise le dernier sommet. Puis, par exemple, si vous jouez par rapport à moyenne mobile, eh bien, la moyenne mobile suivante, donc là, c'est aux 32 800 $, par exemple. Ou, si vous voulez jouer le scénario par rapport aux vagues d'Elliott, des targets encore beaucoup plus hauts. Et voilà, fake out, extrêmement pertinent. Quoi qu'il en soit, jouer le support de la EMA 21, comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est relativement payant. Jusqu'au moment, bien sûr, où on la casse pour rentrer dans un bear market. Mais grosso modo, si vous voulez la jouer à chaque fois, vous allez être gagnant peut-être 8 ou 9 fois sur 10. Donc, c'est une bonne stratégie. Quoi qu'il en soit, maintenant, il nous reste au-dessus de nos têtes uniquement la MA100 aux 32 800 $. Et ensuite, bien, on sera totalement bullish. Bien entendu, il nous faudra encore un réalignement haussier des moyennes mobiles pour vraiment être 100% bullish, mais on sera déjà au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est déjà pas si mal. Bien entendu, pour ça, il faudra casser les 32 000, allez, on va arrondir aux 33 000 $. En ce qui concerne le ruban des moyennes mobiles, eh bien c'est un peu la même chose. Ce que je vous avais dit les mois précédents, c'est que en bull run, tous les pullbacks sur le ruban, c'est des excellents niveaux d'achat. Et quand on casse le ruban, c'est pareil. C'est à peu près pareil que la EMA 21, mais avec un ruban, donc un niveau d'entrée un peu plus large et peut-être plus simple à voir. Voilà, on bear market, ça fait résistance, bull run, ça fait support. Vous voyez, support, 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 support. Et puis quand on le casse, résistance, résistance. Et voilà, toujours pareil. Bull run, support, 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 support. Et quand on le casse, il joue résistance. On repasse au-dessus. Support. Magnifique. Encore une fois, ça a prouvé son efficacité. Et pareil, une petite mèche de fake out, donc entrée très facile une fois qu'on a récupéré le niveau. Alors ce qui nous manque maintenant, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le réalignement bullish. Vous savez que au-dessus du ruban, on est potentiellement en bull run, mais pour valider, il faut on va appeler ça le flippening, le flip des moyennes mobiles. Un réalignement haussier, c'est-à-dire les plus faibles au-dessus,
les plus fortes en dessous. Donc en gros, les plus claires au-dessus et les plus foncées, donc la rouge en dessous. Vous voyez, voilà, comme ça. Là, on est un alignement haussier, un alignement bullish, alors que ensuite en bear market, on repasse en alignement bearish. Bullish, bearish, bullish, bullish, bearish. Donc on est bien au-dessus, donc c'est la première étape. Maintenant, il nous faut les réalignements des moyennes mobiles. Alors c'est en train de se faire, hein. On n'est pas loin, hein. Vous voyez qu'on a déjà la jaune qui est repassée au-dessus, mais la rouge, elle doit être tout en bas. Enfin, vous voyez, les moyennes mobiles, elles sont pas encore, elles sont en train de croiser, mais c'est pas encore validé. C'est en weekly la dernière confirmation qui nous manque pour confirmer ce nouveau bull run. En weekly, je parle bien. En mensuel, c'est notre histoire. Mais en weekly, on a vu dans les mois passés que tous les indicateurs, ils ont déjà donné les signaux de bull run. Et il ne nous manque plus que notre petit ruban qui se réaligne dans le bon sens. Et pour finir, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, on va pas aller voir tous les indicateurs aujourd'hui, on va juste aller voir ceux qui sont pertinents. S'il y a besoin, dans la semaine, on ira voir les autres indicateurs. Mais aujourd'hui, on va essayer de garder ça de façon précise et concise. Donc, Ishimoku, pour finir, toujours en weekly. Donc, on avait cassé la Tenkan, hop, ensuite résistance. On n'est pas revenu chercher la Kijun, voilà, aux 23 24 000 $. On a rebondi avant. Et là, on est en train de s'attaquer tout simplement au haut du nuage. Donc, le haut du nuage, exactement, il est aux 31 800 $, donc encore pratiquement aux 32 000 $. Vous voyez, donc niveau très important, les 32 000 $. Là, la Greenspan vient de pénétrer dans le nuage, donc c'est plutôt bon signe. Et il n'y a plus rien avant, au-dessus de la tête de la Greenspan jusqu'aux 43 000 $, donc ça nous donne pas mal de marge. Comme je vous avais dit ici, et comme je vous le dis à chaque fois, quand on pénètre dans le ruban, en général, il se passe quoi? On est attiré, c'est comme un aimant en général, quand vous pénétrez d'un côté du ruban, vous êtes attiré eh bien, par l'autre côté. Donc, le nuage plutôt. Le ruban nuage, c'est pareil, mais c'est un nuage. Donc, on a pénétré ici dans le nuage, et enfin, on arrive au côté opposé. Donc, bien entendu, si on arrive à passer les 32, arrondissons 32 000 $, extrêmement bullish, puisque en weekly sur Ishimoku, on sera totalement bullish. On sera au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage, et la Greenspan au-dessus du prix. Et d'ailleurs, en plus, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc, totalement bullish. Et ensuite, la prochaine résistance, que ce soit pour la Greenspan ou la Tenkan, ce sera ce plat de nuage, tout simplement, aux 42 000, 43 000 $. Voilà. Donc ça, c'était pour Ishimoku. Donc, on était déjà bullish, hein, comme vous le savez, bullish un peu neutre, puisqu'on était au milieu du nuage, mais toujours au-dessus de la Kijun plus important. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 24 000 $, on reste bullish et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On était bullish neutre tant qu'on était ici. Là, on est repassé au-dessus de la Tenkan, donc on redevient bullish, mais pour passer totalement bullish, il faudra également passer ces fameux 32 000 $ pour être dans ce genre de conditions-là. Pour ensuite, voilà, comme ici, hop, on passe la Kijun, la Tenkan, le nuage, et voilà, on peut avoir un joli bull run. La Greenspan également au-dessus du cours du prix, tout va bien. Pareil ici, on passe la Kijun, la Tenkan, le nuage, là la Greenspan au-dessus du cours du prix, et on a droit à un joli bull run. Voilà, donc dernière étape pour Ishimoku, passer les 32 000 $. Et je vous rappelle, c'est en weekly bien évidemment. Donc, pas une mèche, etc. Clôture, voire même clôture plus confirmation de bougie. Donc pour résumer, tout va plutôt bien. Le graphique a l'air plutôt bullish. Bien entendu, maintenant, il faut s'affranchir des 32 000 $ pour éviter un double top. Et quand je dis 32 000 $, on parle du weekly. Pour éviter le scénario que je vous ai présenté en début de vidéo, donc le piège, potentiellement avec un double top, divergence qui pourrait s'activer, divergence baissière weekly. Également, le retracement par rapport au marché traditionnel qui pourrait jouer en notre défaveur. Également, demain, le lancement d'un ETF futur
qui par le passé, sur certains tops, ont fait fortement chuter le Bitcoin. Donc pour ça, il faudrait déjà tenir la journée de demain, puisque le TF est lancé demain. Alors je ne sais pas si par le passé, ça a directement le jour même enclenché la baisse, mais disons que voilà, cette semaine va être décisive. Si par contre, on arrive à passer la semaine à casser les 32 000 dollars, et comme également on l'a vu qu'à la fin de la semaine, on aura également la clôture mensuelle, à clôturer le mois au-dessus de cette fameuse petite résistance, eh bien, le scénario bearish perdra en crédibilité et on pourra potentiellement continuer la hausse jusque 36 000 dollars dans un premier temps. Et ensuite, les targets, je vous les donnerai demain quand on s'intéressera justement aux targets par rapport au scénario bullish des vagues d'Elliott. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous en avez, je réponds à toutes les questions. Demain, on va s'intéresser tout particulièrement, comme je vous ai dit, aux prochaines targets haussières. Jeudi, vendredi, j'essaierai d'analyser 4 ou 5 altcoins parmi ceux que vous me proposez depuis quelques jours et que vous pouvez me proposer en dessous cette vidéo. Et ensuite, la semaine prochaine, on fera une grosse analyse mensuelle. Et ensuite, ce sera pour moi les vacances, entre guillemets, crypto. Et je passerai à une vidéo par semaine, 2 si vraiment besoin. Mais s'il n'y a pas besoin, je me limiterai de une vidéo par semaine. Voilà, donc pas d'inquiétude à partir de la semaine prochaine. Pendant tout le mois de juillet-août, il n'y aura qu'une grosse vidéo chaque semaine, 2 si besoin. Donc, n'allez pas vous inquiéter ou vous désabonner. Vous inquiétez pas, c'est juste juillet-août. Faut que je prenne un peu des vacances parce que j'ai mon autre travail à côté, donc ça fait un peu beaucoup. Et de temps en temps, il faut un petit peu souffler. Surtout qu'en général, je dis bien en général, il ne se passe pas grand-chose en juillet-août. Alors ça pourrait être différent cette année, mais pas d'inquiétude. À chaque fois qu'il se passera quelque chose d'important, il y aura une vidéo. Et si c'est quelque chose d'un peu moins important, il y aura toujours Twitter pour des petits updates rapides. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, lien sous chaque vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.